L'eau, source de résistance bactérienne. Alors, on va parler en quoi les huiles essentielles sont la solution. Effectivement, pour une fois, il n'y a pas grand-chose d'autre comme solution à ce sujet. Mais enfin, euh, s'il y en a qui en trouvent, alors là, chapeau. Euh, mais donc, on va explorer tout ça. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez déjà, c'est que la France est le premier pays européen en matière de consommation de médicaments. Et sur 100% de déchets médicaux rejetés dans l'eau, 20% sont considérés comme dangereux. Quand je parle de déchets médicaux rejetés dans l'eau, bon, déjà avec la production de médicaments, hein, c'est clair que chaque usine qui produit des médicaments rejette des déchets qui sont donc potentiellement infectieux, toxiques, radioactifs. Et il y a aussi que nous, à chaque fois qu'on en consomme, on les évacue aussi. On ne garde pas tout à l'intérieur, malheureusement. On devrait pouvoir tout éliminer, mais non. En tout cas, ce qu'on élimine, ça va dans l'eau de tout le monde. C'est-à-dire qu'on finit par boire les médicaments de tout le monde. On finit par boire les chimios, les traitements hormonaux, la radiothérapie, le sang contaminé, les vaccins, les sérums périmés, les produits chargés en métaux lourds comme les thermomètres au mercure, ceux qui sont cassés, mais de toute façon, les métaux lourds, il y en a dans un tas de choses, hein, il y en a dans les médicaments aussi. Et donc ça rejoint à un moment donné nos cours d'eau. Et donc, même si c'est plus ou moins filtré par des stations d'épuration, on va voir que ces traces s'accumulent, et même si c'est censé être des traces et rester que des traces, il y en a beaucoup chez qui l'accumulation de ces traces devient carrément un problème, au point que, justement, elle favorise la résistance bactérienne. Et donc, il faut le savoir. Et il faut aussi savoir qu'avec les huiles essentielles, on a les moyens d'agir sur tous les fronts avec ce problème. Alors, allons-y. Au menu, voilà. Il y a le cycle de vie d'un médicament dont on ne parle jamais. Hein. Les produits pharmaceutiques et l'eau potable, les écosystèmes contaminés, les alternatives vertes, quelques mots sur les conséquences sur notre corps, et puis comment sauter le pas et verdir ses soins de santé pour l'environnement et pour nous, hein, de toute façon. Alors moi, en tant que thérapeute, je m'efforce d'éduquer sur le sujet par conviction, évidemment, mais aussi en réaction au nombre croissant de personnes qui me contactent en me disant « si seulement j'avais su ». Okay. Alors là, aujourd'hui, je vous donne vraiment les moyens de savoir. La toxicité, moi, je la connais bien. J'ai été bourrée de médicaments étant petite, très jeune. J'étais extrêmement malade étant petite. Mes pauvres parents ne savaient plus quoi faire. Et j'ai été habituée aussi à ne pas quitter la maison sans certains médicaments jusqu'à très tard. Hein. Oui. Jusqu'à ce que mes voyages me permettent de rencontrer les bonnes personnes, prendre les bons cours, trouver ma voie professionnelle et éprouver le besoin d'éduquer le maximum de femmes pour tenter de faire changer le cours des choses. Bien sûr, je me doute bien que ce que je fais, c'est la micro-goutte dans la mer de tout ce qu'il faudrait faire. Mais bon, goutte après goutte. Hein. Donc, ce cours est très important, c'est une goutte. J'espère qu'il vous éclairera sur ce qu'il y a à faire. Alors, une petite anecdote pour commencer. Donc, ce n'est pas un secret, on élimine ce qu'on mange. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en 2006, il y a des chercheurs qui ont trouvé un afflux de molécules de vanille et de cannelle dans les eaux autour de Seattle, ici aux États-Unis, en période de Noël. Et ils ont compris que c'était parce que les gens consommaient beaucoup plus de biscuits de Noël, de gâteaux de Noël, d'un tas de trucs de Noël, parfumés à la cannelle et à la vanille, à cette période de l'année. Et donc, ça s'est vu dans les cours d'eau et dans la vie marine, là où les égouts viennent s'écouler. Waouh! Peut-être que la cannelle et la vanille qui ont été utilisées à cet endroit-là étaient un petit peu traitées pour être à ce point-là encore présentes
au niveau de l'eau. Mais bon, quoi qu'il en soit, théoriquement, ça ne tue personne. Mais si on rejette les parfums de nos biscuits de Noël, il n'y aurait pas des chances pour qu'on rejette aussi des substances beaucoup moins sympas, beaucoup moins amicales pour l'environnement, des médicaments, hein, par exemple. Alors, sachant que Noël, c'est la saison du rhume, de la grippe, de la toux, on sait bien que tous ceux qui ne connaissent pas ce que nous, on sait sur l'utilisation des huiles essentielles, vont utiliser ce genre de produit. Je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai utilisé un truc pour la toux d'ailleurs. Enfin, bref. C'est vrai que quand on y repense, réfléchissez un petit peu à ceux qui me suivent régulièrement, surtout si c'est mes élèves. Mes élèves, je sais, 100% de mes élèves ne touchent plus à un produit pour la toux. C'est garanti. Archi, craché, juré. Bref, les médicaments contre le rhume, la toux, les antidépresseurs, les analgésiques, la pilule contraceptive, tout ça, ça fait partie des substances que les humains consomment absolument couramment et qu'ils doivent métaboliser, évidemment, pour traiter divers maux dans le corps. Hein. Et cependant, ça a beau être métabolisé, c'est quand même rejeté sous forme de déchets corporels, pour être poli, pour dire les choses élégamment, dans les égouts. Okay. Alors, pendant des années, les médecins et les pharmaciens nous ont suggéré, conseillé de jeter les médicaments périmés et non désirés dans les toilettes, hein, que c'était une méthode d'élimination sûre, hein, recommandée. Et moi, je pense à toutes celles, je pense à mon père, même ma mère, je veux dire, qui vont chez le toubib pour confirmer un diagnostic. Évidemment, on leur fait des prescriptions, hein, on leur suggère des choses à prendre. Et puis, ils me disent, de toute façon, hein, on prend l'ordonnance, mais de toute façon, on ne va pas aller chercher les médicaments. Et puis, bon, sinon, on les prend, puis on verra si on les utilise. Et je leur dis, oui, mais alors vous allez en faire quoi? Oh, quand ils seront périmés, on les jettera. Tout ça parce qu'ils ont peur de faire de la peine aux médecins s'ils ne prennent pas ce qu'on leur a prescrit. Voilà. Ils ont peur de faire de la peine aux médecins s'ils osent lui dire, vous savez, notre fille, elle dit qu'il ne faut pas utiliser ça. De toute façon, nul n'est prophète dans son pays. Mais c'est vrai que mes parents font partie de ceux qui utilisent, qui ont des stocks de cochonneries chez eux. Et je pense qu'il y en a quand même pas mal qui doivent en faire autant. Peut-être parmi vous, même ceux qui n'osent pas trop dire non ou qui se disent, bon, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Et puis finalement, ils font partie de ceux qui accumulent les médicaments chez eux. À un moment donné, ils vont les jeter. Et ils vont les jeter comment? D'accord? Sachant que maintenant, on dit non, non, allez plus mettre ça aux toilettes. Surtout, rapportez-les à la pharmacie. Faut pas, mais il y en a qui vont avoir honte d'aller rapporter ça à la pharmacie. Enfin bon, whatever. Alors, c'est pour vous montrer où on en est. Alors, il y a le cycle de vie d'un médicament. Alors, comment ça se passe tout ça? Imaginez un laboratoire animé, une ruche remplie d'équipements scientifiques de pointe. Les médicaments fabriqués sont commercialisés par le biais de revues médicales et des médias grand public. Et les représentants pharmaceutiques agissent comme agents de liaison entre les entreprises et les consommateurs, se connectant avec les professionnels de la santé et le grand public pour distribuer les médicaments dans le monde entier. Yes. Et les médicaments se retrouvent donc entre les mains d'un consommateur qui le souhaite pour traiter des symptômes du rhume ou soulager les maux de tête. On est dans les symptômes. Une fois que le médicament pénètre dans le corps sous une forme ou une autre, il est délivré aux cellules, tissus et organes. Hein. Et le médicament, il est progressivement métabolisé et ce qui n'est pas absorbé par le corps est excrété sous la forme de déchets dans les égouts. D'accord ? Encore une fois, on en est à n'agir que sur des symptômes.
Il y a beaucoup de choses qui peuvent agir sur les symptômes et qui ne vont pas aller rajouter des cochonneries dans les os. Dans vos os d'ailleurs aussi, et dans vos tissus adipeux. Bon, on en parlera plus tard. Alors, les déchets chargés de produits pharmaceutiques transitent par les canalisations d'égouts et atteignent une station d'épuration où là où ils sont nettoyés. On va nettoyer la crasse propre, comme dirait Coluche, avant d'être rejetés dans l'environnement. Et les stations d'épuration utilisent l'aération, la décantation, la chloration et la digestion avec des enzymes pour éliminer les polluants potentiels. Cependant, ces processus n'éliminent pas entièrement les produits pharmaceutiques et les contaminants restants sont rejetés dans les cours d'eau où ils peuvent se retrouver dans divers endroits écologiquement sensibles. Alors, des exemples d'endroits écologiquement sensibles. Là, il y a une petite photo d'une plage du Maine. C'est par là. Où est-ce que je suis? Oui, c'est par là. L'État à côté, on a des petits crabes, on a un tas de petites choses dans le Maine. C'est à 1h30, non, on est à 1h30 de la mer ici, mais enfin, on a du Maine, à 1h30. Et donc, le Maine, c'est connu, c'est un État qui est connu pour ses homards, ses huîtres, ses algues, et plein de autres petites babettes. Et à l'université de Portland, c'est la capitale, je crois que c'est la capitale du Maine, enfin, c'est une grosse ville dans le Maine, je crois que c'est la capitale. Ils se sont penchés sur les crabes du Maine que vous voyez là en photo, parce qu'ils avaient un drôle de comportement. Ils n'avaient plus peur de leurs prédateurs comme d'habitude. Ils n'avaient pas un comportement défensif du tout. Et ils se sont dit, mais d'où ça vient? Et alors, en décortiquant un crabe et en analysant la bête et tout, qu'est-ce qu'ils ont découvert? Que ces chères petites bêtes étaient particulièrement sensibles au Prozac, qui est un antidépresseur, apparemment auquel ils seraient plutôt réceptifs, et c'est cet antidépresseur qui les rend, je dirais, négligents vis-à-vis de leurs prédateurs. Donc, d'habitude, ils voient un prédateur, c'est caïcaï, il y a un prédateur. Maintenant, ils sont tellement zen, tellement décontractés, tellement relax, que le prédateur, ça leur fait pas. Et donc, ils vont se faire bouffer, basiquement. Et donc, la bébête qui va les bouffer va se faire une bonne petite dose de Prozac au passage. Et donc, ces crabes ne sont qu'un exemple des multiples cas d'animaux qui subissent l'efficacité du marketing de la pharmacie. Et ça va jusqu'à nous, évidemment, vous en doutez bien. Nous, on a les stations d'épuration, mais jusqu'à 5% des éléments pharmaceutiques ne sont pas éliminés par le traitement des eaux usées et ont été retrouvés dans les réservoirs d'eau potable. Et donc, il n'y a pas eu suffisamment d'études sur les risques associés aux médicaments dans l'eau potable. Bien que l'Agence de protection de l'environnement s'efforce de déterminer les concentrations pharmaceutiques dans les cours d'eau, moi je sais que, d'après ce que j'avais lu une fois, j'avais déjà fait un article là-dessus, pas longtemps là-dessus, j'avais vu que les stations d'épuration, je crois qu'elles ont ce qu'il faut pour éliminer les traces d'environ une quinzaine d'antibiotiques, alors qu'il y en a plus de 300 qui sont connus. Là, ce qui n'est pas connu, ce n'est pas identifié. Si ce n'est pas identifié, ça n'existe pas. Voilà. Bref, compte tenu de la qualité, de la quantité d'eau qu'on boit, les produits pharmaceutiques composés dans l'eau potable constituent probablement une menace pour la santé humaine. Même à l'état de traces, les traces s'accumulent dans les cellules et les tissus. Et c'est rigolo, c'est encore une anecdote, je pensais à ça quand j'ai fini de mettre au point ce cours. Il y en a qui ont des idées complètement incroyables sur l'eau. Bon, moi, j'ai vécu donc 10 ans en Chine où on avait la mer de Chine qui était... on n'y met pas les doigts de pied, déjà. C'est immonde. C'est immonde. Si on y va sans tenue de plongée. Ça vient de Chine, donc c'est tout dire.
On ressort de la fluo. Et on a de l'eau potable qui arrive de Pékin, dans des tuyaux, no comment sur les tuyaux. Et donc, tous les expats, plus ou moins, enfin ceux qui sont un petit peu éveillés sur le sujet, ont tous des filtres hyper sophistiqués à la maison. Moi, j'en ai vu qui arrivaient du Japon, où c'est la même chose avec des trucs pareils, hyper sophistiqués. Et donc, à la maison, on avait pris l'habitude d'avoir déjà The filtre. Et un jour, je me rappelle, il y avait la voisine d'en face, une Anglaise, qui avait eu un bébé. Et nous, là-bas, enfin, ce qui est normal dans la vie des expats là-bas, c'est d'avoir une bonne, au moins une. Et les bonnes, elles viennent des Philippines la plupart du temps, où on n'a pas vraiment de filtre. Hein. Mais bon, peut-être que leur eau là-bas est un peu moins dégueulasse que celle qu'on avait à Hong Kong. Et, mais les bonnes, en croyant bien faire, allaient faire bouillir l'eau pour être sûre qu'elle était désinfectée. Il y en a plein qui s'imaginent qu'il suffit de faire bouillir l'eau pour qu'il n'y ait plus de traces de quoi que ce soit dedans en termes de cochonnerie. Tout ce que vous faites en faisant bouillir de l'eau, et c'est ce que la bonne de l'anglaise d'en face faisait, c'était concentrer les cochonneries dans l'eau, qu'elle donnait religieusement au bébé pour lui faire ses biberons. Et le bébé, très vite, il avait des gros problèmes développementaux et cognitifs. Et à un moment, je parle à sa mère, je lui dis, mais on dirait qu'il a une intoxication au mercure, ton fils, et au moins au plomb. À vue de nez, comme ça, t'as fait examiner? Elle me dit, ouais, ils sont en train de regarder, ils ont vu qu'il y avait un problème de métaux lourds, ouais, et ils ne savent pas d'où ça vient. Je dis, ah bon? Et je lui dis, t'as pas un filtre chez toi? Non, c'est pas la peine, la bonne m'a dit qu'il suffisait de faire bouillir l'eau. Bref, no comment. Je vous le dis tout de suite, qu'on soit sur la même longueur d'onde. On ne fait pas bouillir l'eau. Surtout pas pour enlever, soi-disant, des contaminants, des machins. Tout ce qu'on fait, c'est les concentrer. Bref. Donc, tout ça, ça s'accumule dans les cellules et les tissus. Et pourquoi ce gamin avait des problèmes comportementaux, développementaux, etc., c'est parce que les métaux lourds en question, enfin, particulièrement le mercure-plomb, ça va direct dans les tissus adipeux que vous avez au niveau des terminaisons nerveuses et dans le cerveau. C'est le cerveau, d'accord? Donc, il ne grandissait pas. Et il ne pouvait pas penser comme les autres parce qu'il était bouffé au mythe par ses cochonneries. Et il y en a beaucoup qui subissent ça, mais qui ne savent pas que ça vient de là. Je ne sais pas pourquoi, personne n'en parle jamais. Alors, il n'y a pas que nous qui en prenons plein les dents, il y a aussi les poissons. Parce qu'en plus des réservoirs d'eau potable, les eaux rejetées par les stations d'épuration peuvent atteindre les milieux aquatiques comme les rivières, les lacs, les océans. Nous, on en connaît un rayon ici parce que j'habite dans une région à lac. On est bourré de lacs. Et on a la chance d'avoir un des lacs les plus purs des États-Unis à une demi-heure d'ici. Et ils passent leur temps, ils sont tellement fiers de la pureté de leur eau, ils passent leur temps à faire des tests, des machins, ils n'arrêtent pas de regarder. Et alors, on en connaît un rayon dans le quartier sur comment conserver une eau pure. Et c'est vrai qu'ici, ils sont un petit peu obsédés par la qualité de l'environnement. Ce n'est pas le cas partout, malheureusement. Bref, les organismes vivants dans et autour de ces écosystèmes sont hypersensibles aux produits chimiques non naturels qui sont contenus dans les produits pharmaceutiques et ils en subissent des effets profonds. Et par exemple, les estrogènes qui viennent de nos chères pilules contraceptives peuvent provoquer la féminisation des poissons mâles. Et celui que je vous ai mis en photo, là, c'est bête parce qu'on ne voit pas, il a des œufs sous le ventre. Ouais. Qui affectent négativement la reproduction et réduisent la taille de la population. Voilà. Donc, c'est clair, il n'y a pas que les poissons, on est tous bouffés au mythe par les métaux jusqu'à un certain point parce que, bon, il faut le savoir et on a heureusement énormément d'outils à notre disposition pour nous en débarrasser. Et je vous en reparlerai. D'ailleurs, j'ai fait toute une présentation sur les métaux lourds déjà, dans laquelle je vous détaille ça par le menu. Donc,
qu'est-ce que mangent nos animaux? Okay. Les plantes aquatiques peuvent également absorber les composés de produits pharmaceutiques, évidemment. Moi qui suis grande mangeuse d'algues, je ne me fais pas d'illusions. Hein. Enfin, en même temps, les algues, ça sert à évacuer pas mal de cochonneries. Mais les plantes contaminées sont ensuite mangées par les herbivores, qui sont mangées par les carnivores. Et ça permet donc aux produits pharmaceutiques potentiellement nocifs de remonter la chaîne alimentaire jusque dans nos assiettes. C'est quand même là qu'il est important d'avoir des alternatives vertes. Et aujourd'hui, il existe un médicament pour réparer à peu près tout. Hein. Et, souvenir, c'est leur spécialité. Hein. Vous avez un symptôme de détox quelconque, parce que votre corps ne fait que ça. La spécialité de votre corps, c'est de se détoxifier en permanence avec ce qu'il peut, contre ce qu'il peut. Et ces symptômes-là sont tellement mal interprétés, c'est interprété pour, je sais pas, on pense du coup que ce sont des maladies. Et évidemment, dans ces cas-là, l'industrie pharmaceutique se jette dessus, va lui trouver une étiquette et dit « Ah, vous avez ça, on a un médicament. » Ah bah oui, le médicament, c'est d'arrêter le processus. C'est clair que quand on dit au corps « Non, non, tu ne désintoxiques pas », à ce moment-là, les symptômes s'arrêtent aussi. Et donc, comme il existe quasiment un médicament pour tout, eh ben, les écologistes s'inquiètent des effets d'une industrie pharmaceutique en pleine croissance. Ils auraient tort de s'arrêter là, ils se font tellement d'argent. Et ça fait peur, car on se demande comment on va bien pouvoir rétablir l'équilibre et désintoxiquer notre environnement, notre nature, nos corps. Et il existe pourtant de nombreuses alternatives vertes pour soulager nos maux, depuis le nez bouché jusqu'à la dépression. Et ce n'est pas un secret, encore faut-il se décider à les utiliser. Il faut encore se décider à ne pas avoir le stock de médicaments sous la main pour au cas où, et puis se dire oh, je vais prendre un petit peu d'huile essentielle pour voir comment ça fait. Et puis, quand on a marre, parce que bon, il y a souvent un traitement de foie à faire quand on est bien toxique, et qu'on en a marre d'avoir des symptômes parce que la toxicité, ça se vit, la détoxification, et à ce moment-là, on reprend des médicaments comme ça, au moins on ne sent rien. C'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Et le marketing autour de la promotion des huiles essentielles, c'est pas aussi efficace qu'autour de la promotion des médicaments, ça c'est clair, on n'a pas les mêmes moyens. Et pourtant, il y a un moment où la tendance va devoir changer, rien qu'à cause de la très inquiétante résistance microbienne aux médicaments. Inquiétante au point que l'ONU s'en est mêlée. Les Nations Unies annoncent la création d'un groupe interagence pour coordonner le combat contre la résistance microbienne. Alors, je ne sais pas comment ils vont se débrouiller, mais enfin, moi, j'ai déjà eu des cours de fac sur le sujet. J'en ai déjà parlé dans d'autres présentations. La plupart maintenant, on demande aux aromathérapeutes d'aller regarder ce qui peut être fait. Et maintenant, il y a même des antibiotiques qui contiennent des huiles essentielles. C'est dire jusqu'où ça va. Et donc, les composés pharmaceutiques sont conçus soit pour être hautement actifs et interagir avec les récepteurs chez les humains et les animaux, soit pour être toxiques pour de nombreux organismes infectieux, les bactéries, etc., et les champignons et les parasites. Ça ne signifie pas qu'ils n'affectent pas ces formes vivantes. On sait à quel point ce qu'on a utilisé comme antiparasites, antifongiques et antibiotiques ces dernières 30-40 années, ça appauvrit considérablement le capital bactérien de nos organismes et qu'on a réduit toutes nos chances, enfin une grande partie de nos chances de correctement répondre aux infections. Et donc, les chercheurs ont commencé à se pencher sur certains des effets les plus subtils causés par une exposition à long terme aux produits pharmaceutiques. Et évidemment, ils savent qu'il faut réagir, mais ce n'est pas facile face à l'hydre à plusieurs têtes qu'est la pharmacie. Alors, ils n'ont pas fini de s'arracher les poils à l'ONU, hein, mais c'est moi qui vous le dire. La solution, il faut verdir les choses. Il ne suffit pas d'aller changer le moteur des voitures. Hein. Il y a beaucoup plus à faire et il suffit d'apprendre à le faire. Et en fait, le simple fait de remplacer les médicaments par de plus en plus de produits qui, comme les huiles essentielles, ne se contentent pas d'éliminer les symptômes ou de désinfecter, mais qui en plus facilitent l'élimination des toxines,
À chaque fois que vous utilisez des huiles essentielles, comme je vous l'apprends, vous stimulez vos émonctoires. À chaque fois, vous facilitez les choses pour votre corps. À chaque fois, vous l'aidez à faire son boulot de corps qui doit vous désintoxiquer. Et donc, tous les jours, vous agissez sans même y penser pour vous aider à nettoyer vos cellules. Hein. Bon, il n'y a pas que ça à faire, évidemment. Il y a un tas de choses à rajouter à ce genre de procédé, mais quand on sait que on peut tout à fait soulager la plupart de nos maux, nous rééquilibrer, nous faire du bien au niveau émotionnel, agir sur l'équilibre de nos hormones, de notre système nerveux, de tous nos organes, de nos systèmes, aussi facilement, tout en nous faisant du bien et sans polluer l'environnement, pourquoi on irait faire autre chose? D'accord, c'est pas remboursé par la Sécu, ça c'est clair. Et d'accord, il faut quand même s'entraîner un petit peu et se donner la peine de comprendre un petit peu les choses. Que se passerait-il pour ceux qui en auront pris tellement souvent de ces médicaments, hein, antifongiques, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de parasites. C'est marrant quand j'y pense, c'est vrai, il y a beaucoup de gens, en ce moment j'identifie énormément de parasitoses chez les gens, bref. On réagit de moins en moins à tous ces traitements. Parce que c'est les bactéries, les parasites et les champignons qui savent se protéger, ça les fait bien rigoler, un antibiotique, un antifongique, un antiparasitaire. Ça les fait hurler de rire, j'ai envie de dire. Même pire, quand il s'agit du candida, qui est un champignon, il adore les antibiotiques. Et donc, c'est une situation dramatique et c'est trop réel pour qu'on l'ignore. Alors que tout ce qu'il vous suffit de faire, c'est d'apprendre. Alors, je vous rappelle encore une fois que vous avez un tas d'outils. Alors, il y a tous ceux que moi, j'ai mis à votre disposition pour changer. Alors, parmi les 6 livres que j'ai écrits, il y en a 3 qui sont particulièrement intéressants pour ça. Il y a l'essentiel de l'équilibre. Hein. Il y a l'équilibre de l'immunité. Ça, c'est la détox quotidienne. Il y a l'équilibre antidouleur. Ça, c'est vraiment comment comprendre. Ben, voilà, quand on pense à quel point les gens bouffent des antidouleurs et des analgésiques toute la journée et que ça ne risque pas de changer, leur situation ne risque pas de changer du tout. Alors qu'il y a des solutions tellement... Enfin bon, voilà, c'est expliqué dans ce bouquin. Ceux qui veulent plus qu'un bouquin, il y a les formations, je passe mon temps à le répéter, vous avez Aroma Pro, c'est disponible tout le temps, que ce soit Aroma Pro Simplifié ou Aroma Pro Master, vous pouvez les commencer n'importe quand. Ces formations, elles sont à votre disposition tout le temps. Et puis évidemment, bon, celle pour la classe au-dessus, il y a le subtil, d'ailleurs que je suis en train d'ouvrir en ce moment. Là, c'est encore plus intéressant parce que je vous rappelle qu'en ce moment, c'est vraiment pas le moment de mettre les pieds dans un hôpital. Il ne faut pas dépendre de ce qui se passe dans les hôpitaux, il ne faut pas dépendre d'un médecin et c'est ce que vous apprenez avec des techniques de guérison quantique comme celle que je vous apprends dans Subtil. Cette formation-là, c'est une aventure qui dure 6 mois pour maîtriser des outils de guérison quantique, des techniques introuvables ailleurs. Je les ai ramenées de Chine quand même et je les ai bidouillées moi-même après depuis. Mais on a besoin de beaucoup de choses pour s'affranchir comme ça, de la peur de la maladie, de la peur de la vieillesse, de la peur de la mort. Et vous avez ça là-dedans. Alors, j'accepte pas tout le monde, c'est vrai, dans cette formation-là, il y a une liste d'attente entre les ouvertures de portes. Je teste tout le monde, mais si vous ne vous manifestez pas, je ne peux pas vous tester, je ne peux pas vous dire si vous avez ce qu'il faut ou pas pour y arriver et faire partie des guérisseuses à distance. Voilà, donc vous avez les moyens de changer les choses, beaucoup. On a la responsabilité d'agir, de servir d'exemple, de montrer que c'est possible. Moi, je fais de mon mieux de mon côté pour vous y aider. Après, je ne peux pas le faire à votre place. Donc ça, c'est à vous d'agir.